on va corriger dans cette vidéo le problème numéro 5. Alors, on a une fonction f définie sur 0 plus l'infini par l'expression f de x égale ln de 3x plus 1 sur x plus 1. On nous demande dans la partie A, au niveau de la première question, de calculer ici la limite. Donc pour enlever l'indétermination, ici 3x plus 1 sur x plus 1, l'infini sur l'infini, on va faire, comme dans la leçon, un changement de variable. Donc j'appelle grand X égale 3x plus 1 sur x plus 1. Il s'avère que ici je vais changer l'écriture pour enlever l'indétermination. Je vais factoriser par le terme prépondérant. Ce qui me permettra d'avoir une expression plus simple pour pouvoir calculer la limite. Donc ici, bien évidemment, on prend x strictement positif pour pouvoir simplifier. Donc maintenant, j'ai la limite de 3 plus 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini qui vaut 3, parce que le 1 sur x tend vers 0. La limite de 1 plus 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini, ça vaut 1. Donc finalement, grand X, lorsque petit x tend vers plus l'infini, c'est égal à 3 par quotient. Donc, ici, grand X, 3x plus 1 sur x plus 1, ça tend vers 3. Donc, pour calculer la limite, qu'est-ce que je fais? La limite de f de x, lorsque petit x tend vers plus l'infini, ce n'est rien d'autre que la limite de ln de grand X, lorsque grand X tend vers 3. Ce qui me donne ln de 3. Alors, ce qu'on aurait pu demander... Non, en fait, ce qu'on demande ici, c'est l'interprétation graphique. Je vais avoir une asymptote. Donc, la droite delta d'équation y égale ln de 3 est une asymptote horizontale à C de f. Voilà pour ici le calcul de la limite. Donc à chaque fois qu'on va vous demander une interprétation graphique, je vous rappelle qu'on attend de vous que vous vous positionnez sur l'existence d'asymptotes éventuelles, asymptotes verticales ou horizontales. On vous demandait ensuite de calculer la dérivée. Donc ici, f est dérivable comme composé de fonctions dérivables sur, ici, 0 plus l'infini. Alors, si je prends la fonction f, on va analyser l'expression, on va voir que je vais avoir deux façons d'aborder le calcul de la dérivée. Donc ici, f, c'est ln de 3x plus 1 sur x plus 1. Soit j'applique la formule du cours ln de u directement. La dérivée de ln de u, c'est u' sur u, en posant ici u, 3x plus 1 sur x plus 1. Ce qui va être assez complexe au niveau de l'écriture. Soit j'applique ici judicieusement, avant de calculer la dérivée, l'expression algébrique ln de a sur b qui vaut ln de a moins ln de b. Donc ici, ln de 3x plus 1 moins ln de x plus 1. D'autant plus qu'ici, je peux appliquer ma formule ln de a sur b égale ln de a moins ln de b, car les deux nombres ici, 3x plus 1
et x plus 1 sont bien strictement positifs sur 0 plus l'infini. Donc il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez ici, je simplifie l'écriture pour pouvoir, dans un deuxième temps, calculer ma dérivée. Donc, je prends x strictement positif ou nul, pardon, et je vais calculer f' de x. Donc, je vais appliquer cette formule ln de u. Donc, là, sa dérivée, c'est u' sur u, et je vais l'appliquer 2 fois. Vous voyez? Et ici, ce sera beaucoup plus simple de calculer la dérivée de 3x plus 1. Donc, si j'appelle u égale 3x plus 1, la dérivée, c'est 3. Donc, u' sur u. Moins, je fais pareil, u c'est x plus 1, la dérivée c'est 1 sur x plus 1. Et ensuite, quand je regarde l'énoncé, on veut ici que je mette l'expression sous le même dénominateur. Donc, je vais, de façon classique, réduire les deux quotients sous le même dénominateur. Donc, là, je vais multiplier par x plus 1, le 3, et le 1, le moins 1 en fait, je le multiplie par 3x plus 1. Ce qui me permettra finalement d'obtenir une expression sous le même dénominateur. Donc je fais attention, je vais développer, et là, il faut bien mettre des parenthèses pour ne pas faire d'erreur de signe. Donc je vais avoir 3x plus 3 moins, donc 3x moins 1 avec le changement de signe. Et finalement, on obtient bien f' de x qui vaut 3x moins 3x, ben, ça fait 0, il me reste 3 moins 1, 2, sur 3x plus 1 sur x plus 1. Donc ici, j'ai bien l'expression demandée. Alors, petit b, en déduire que la fonction f est strictement croissante. Mais une fois que j'ai calculé ma dérivée, qu'est-ce qu'il me reste à faire ici? Étudier son signe. Donc, à partir du moment où j'ai x qui est strictement positif, on est bien d'accord que 3x plus 1 est strictement positif, x plus 1 est strictement positif, et 2 est strictement positif. Donc ma dérivée, finalement, elle est strictement positive. Donc, par conséquent, f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Partie B. Alors, partie B, ça c'est le grand classique. On étudie une fonction dans une première partie, et dans une deuxième partie, on introduit l'étude d'une suite définie par récurrence par la fonction de départ. Donc là, on a la suite UN qui est définie de la façon suivante. On nous donne son premier terme et on nous donne un programme de calcul pour calculer un terme à partir de son précédent. Donc c'est ce qu'on appelle une définition par récurrence. Alors dans la première question de la partie B, il s'agit de démontrer une inégalité par récurrence. Donc la méthode est toujours la même. On appelle Pn la proposition que je veux démontrer pour tout n entier naturel. Et je vais mener un raisonnement en 3 étapes. Premièrement, initialisation. Il s'agit dans cette phase de prouver que la proposition est vraie à l'ordre n égale 0. Donc, ici, je vais calculer U0. Là, U0, on me le donne. Et je vais calculer U1. Alors, U1, ça va être, si on reprend l'expression, ln
de... Alors, on va reprendre l'expression. Donc, f de x, c'était L1. Donc, je remplace donc, 3 fois 3 plus 1 sur, ici, 3 plus 1, ce qui me donne ln de 10 sur 4. Bon. Vous vérifierez avec la calculatrice la valeur de U1, d'accord? Et vous pourrez écrire que 1,5 est plus petit que U1, qui est plus petit que U0. D'accord? Je vous laisse faire les calculs. Alors, on sait très bien que ce n'est pas cette phase qui vous pose problème, c'est surtout la phase d'hérédité. Donc dans cette phase d'hérédité, je vais rappeler le principe. On a une proposition, pardon, Pn qu'on va supposer vraie à l'ordre n. Donc on suppose un n, donc soit n entier. Et on suppose, donc supposons P de n vrai. C'est vrai. Alors avec cette hypothèse de récurrence, montrons que Pn plus 1 est vrai. Donc, qu'est-ce qu'on a? On doit supposer que Pn est vrai. Donc, ici, supposons, donc on a 1,5 plus petit que Un plus 1 plus petit que Un. Et qu'est-ce qu'on doit démontrer? Je vais le mettre plus bas. On doit démontrer que cette proposition, elle est vraie à l'ordre n plus 1. Donc, je dois démontrer que 1,5 plus petit que n plus 2 plus petit que Un plus 1. Vous voyez? Donc, on doit passer par un jeu d'écriture qui va utiliser bien évidemment les résultats recueillis dans l'énoncé. On doit passer de cette phase à cette phase. Alors, comment procéder ici? Bon, alors là, il faut se dire, je suis dans la partie B. Au départ, j'ai la partie A dans laquelle on a défini la fonction f. Et dans cette partie B, on a bien ici la suite qui est définie de la façon suivante. Un plus 1 égale f de Un. Donc, à partir du moment où j'ai démontré que la fonction f était croissante, ben, je peux, à partir de ces nombres, à partir du moment où ils sont strictement positifs, appliquer ma fonction f. Qu'est-ce qui me fait penser à ça? C'est le fait que ma suite, elle est définie grâce à la fonction f. Vous voyez? Et comme f est croissante, ben, je peux manipuler une inégalité sans changer le sens de l'inégalité. Alors, f de 1,5, ben, vous vérifierez que c'est bien inférieur, pardon, supérieur à 1,5. Je vous laisse faire le calcul. Donc on aura bien 1,5 plus petit que... Alors f de Un plus 1, c'est Un plus 1 plus 2. Et f de Un, c'est Un plus 1. Vous voyez, ça se fait relativement facilement. Et rapidement. Hein. Voilà. Et là, dans la troisième partie de mon raisonnement, ça va être ma conclusion. D'après le principe de récurrence, Pn est vrai pour tout n appartenant à grand N. Autrement dit, on a bien 1,5 plus petit que Un plus 1 plus petit que Un. Alors, qu'est-ce qu'on vient de démontrer dans cette première question? D'une part que Un
c'est ce que je vais exploiter dans la deuxième question pour montrer que UN est convergente, ben, UN est décroissante. Hein, si vous avez UN plus 1 qui est plus petit que UN pour tout n appartenant à grand N, ça signifie que UN est décroissante. Et, en plus, UN est décroissante et minorée par 1,5. Donc, d'après le résultat du cours, on sait que quand j'ai une suite décroissante et minorée, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que la suite est convergente vers une limite, ici, que je vais appeler L, qui va être inférieure ou égale à 1,5. Voilà. Non, pardon, supérieur ou égal. Supérieur ou égal à 1,5. Ici, ça va être supérieur ou égal à 1,5. Donc, la limite va être strictement positive. Partie C, on va essayer de trouver une valeur approchée de la limite de la suite UN définie dans la partie B. Alors pour cela, on va introduire une fonction g qui va être définie sur 0 plus l'infini par g de x égale f de x moins x. Alors dans cette partie, on va vous donner un ensemble d'informations, notamment le tableau de variation complet de la fonction g sur l'intervalle 0 plus l'infini, et on va vous demander de démontrer que l'équation g de x égale 0 admet une unique solution strictement positive. Alors, là, on voit bien que sur 0 plus l'infini, 0 inclus, on a déjà 0 qui est une solution de l'équation g de x égale 0, parce que g de 0 vaut 0. Ensuite, ici, comme la fonction est strictement croissante, ce nombre est strictement positif. Et la fonction est décroissante sur x0 plus l'infini. La limite en plus l'infini est moins l'infini. Donc, le théorème des valeurs intermédiaires nous dit ici que on va avoir alpha, une valeur de x pour laquelle la fonction va s'annuler. Alors, comment rédiger ça? Donc, ici, sur 0, x0, g s'annule en 0. D'accord? Sur x0 plus l'infini, g est continu et strictement décroissante. De plus, 0 est bien une valeur intermédiaire, 0 appartient bien à l'image de l'intervalle x0 plus l'infini par la fonction g, qui est d'après la leçon un intervalle, ça va être l'intervalle moins l'infini g de x0. Je vous rappelle que pour appliquer le théorème des valeurs intermédiaires, il nous faut trois conditions: la continuité de la fonction, la stricte monotonie et le fait que ici 0 soit bien une valeur intermédiaire. Donc 0 appartient bien à l'ensemble d'arrivée. Donc d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation g de x, si g de x égale 0, admet une unique solution
alpha, appartenant à x0 plus l'infini. Or, x0 est un nombre strictement positif, donc le alpha est strictement positif. Donc finalement, cette équation g de x égale 0, elle a deux solutions, 0 et alpha. Donc, alpha étant strictement positif, la seule solution strictement positive, c'est alpha. Donc, par conséquent, sur 0 plus l'infini, g de x égale 0 admet une unique solution alpha strictement positif. Voilà. Au niveau de la question 2a, il s'agit de trouver une valeur approchée de alpha. Donc on vous demande ici de compléter l'algorithme. Donc à partir du moment où la fonction ici g est décroissante, on va calculer g de x tant que g de x reste strictement positif. Voyez. Donc, qu'est-ce que ça donne au niveau de l'algorithme? Donc, on va avoir x qui prend la valeur 0,22. Tant que g de x qui est égal à ln de 3x plus 1 sur x plus 1 moins x est strictement positif, eh bien on va calculer, d'accord, g de x et on va incrémenter x de 0,01. C'est en quelque sorte un algorithme de balayage. Je calcule g de x tant que g de x est strictement positif. Et dès que g de x va être négatif, l'algorithme va s'arrêter et du coup j'aurai une valeur de alpha au centième. Alors, comment récupérer la valeur d'alpha au centième? Ben, il y a deux façons de faire. Soit j'utilise ma fonction g et la calculatrice. Vous affichez ici les valeurs au dixième. Et vous voyez qu'ici, au dixième, g de x passe de valeur positive à valeur négative entre 0,5 et 0,6. Ce qui vous permettra d'afficher les valeurs au centième. Donc vous partez de 0,5 et vous incrémentez des valeurs au centième. Et vous voyez qu'ici la fonction g change de signe entre 0,52 et 0,53. Donc on pourra prendre comme valeur approchée de alpha 0,52. Ou bien on peut aussi paramétrer sa calculatrice en mode suite et afficher les valeurs de la suite. Parce que alpha, ici on aura compris, ce n'est rien d'autre que la valeur limite de ma suite. Donc on voit bien qu'ici, quand en utilisant le tableur, on affiche les valeurs de la suite, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la suite, les valeurs de la suite se stabilisent, d'accord, vers une valeur limite, ici, qui est proche de 0,52. D'accord? Donc voilà pourquoi, pour conclure cet exercice, on aura alpha qui vaut environ 0,52, et ce alpha n'est rien d'autre que, dans la troisième question, la valeur de L. Pourquoi? Parce qu'on a dit que L, la limite de UN, et d'après l'énoncé, est la solution strictement positive de g de x égale 0. Or, la solution strictement positive de cette équation, c'est alpha. Donc L, c'est égal à alpha, qui vaut environ 0,52. Donc là, on n'a pas pu trouver la valeur exacte
de la limite parce qu'on ne sait pas résoudre l'équation g de x égale 0 et c'est le théorème des valeurs intermédiaires qui va nous permettre de trouver une valeur approchée. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a réduit l'intervalle d'étude ici pour obtenir une valeur approchée de L, solution de l'équation g de x égale 0. Voilà pour cet exercice. À bientôt.